Mesdames et messieurs, si vous voulez prendre place. Oh, le silence se fit, c'est bien. Laissez aux personnes s'asseoir. Alors, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus à ce 4e atelier qui suit les 3 autres. Donc, après avoir le premier atelier, revoir l'organisation du travail. Le deuxième, le fonctionnement des juridictions. Le troisième à laquelle on vient d'assister, rejoindre les citoyens. Et maintenant, le 4e, l'idée de soutenir les justiciables, peu importe leur statut. La particularité de ce séminaire, si vous voulez, de cette formation ici, c'est qu'il y a des intervenants qui sont en ligne et d'autres qui sont présents. Alors donc, nous allons jouer sur 2 tableaux. Alors, chaque thème, bien sûr, a 20 minutes de présentation. Parce qu'il y a 2 personnes, une seule partage, bien sûr. Alors donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter la première personne, qui est ici à ma droite, Maître Nathalie Raymond. Le titre de la conférence, de la prestation, se portera sur l'accompagnement socio-judiciaire comme pont entre le citoyen et le système judiciaire. Alors, Maître Raymond, elle est très impliquée dans différents organismes pour contribuer à une plus grande accessibilité juridique. Alors, elle est avocate au barreau depuis 1994. Elle est directrice donc générale du collectif juridique. Elle étudie actuellement, elle a entrepris des études de maîtrise en droit social du travail à l'Université du Québec à Montréal. Ses champs de pratique sont le droit de la famille, le droit du travail ainsi que le droit du logement. Maître Raymond, à vous la parole. Alors, je vous dis bien franchement, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être présente ici pour pouvoir non seulement vous parler de mon organisme communautaire pour lequel je travaille, le collectif juridique, mais aussi pour vous présenter un projet novateur. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter notre organisme. Anciennement, le collectif juridique s'appelait la Clinique juridique du Myland. Tout a débuté en 2002 et c'est un projet issu de la volonté de notre fondatrice, Maître Gita Narang, qui est maintenant l'honorable juge Gita Narang à la Cour supérieure. Et elle avait comme objectif de rendre la justice plus accessible aux citoyens. Alors, c'est un très grand projet, c'est un grand rêve. Comment il a commencé? Eh bien, c'est simple, hein? Par une table, des chaises, un local prêté par l'organisme Mission Myland, d'où vous comprendrez le titre de la clinique juridique du Myland, et quelques avocats bénévoles. C'était le début du parcours de notre organisme. Les premières consultations juridiques gratuites. Maintenant, ce sont plus de 400 consultations juridiques gratuites par année qui sont offertes à la population en général, que ce soit en personne, par téléphone ou à distance en visioconférence. Je ne vous cacherai pas que le COVID a effectivement teinté notre offre de services et nous en sommes maintenant à plus de 30% de nos consultations qui sont également à distance. Nous avons également un service de soutien psychosocial qui est également offert aux usagers vulnérables. Parce que je ne vous cacherai pas que les problèmes juridiques s'inscrivent dans ce que j'appelle un écosystème de problématiques au pluriel. Alors, souvent, ce qui motive les gens à agir, c'est le délai, le problème juridique qui va les pousser à aller chercher des ressources pour aller s'informer. Mais en arrière, ce qui a conduit au problème juridique, bien, il y a tout l'aspect de l'environnement de la personne et des problématiques qu'elle vit. Alors, nous offrons des services
4 points de service maintenant qui desservent le Grand Montréal, d'où maintenant nous nous appelons le collectif juridique parce que nous desservons toute une collectivité. Et comme nous n'offrons pas seulement des services d'ordre juridique, mais du soutien psychosocial, nous trouvions que le terme collectif juridique prenait plus son sens que clinique juridique du Myland. Nous mettons aussi sur pied des projets comme des ateliers d'information juridique sur différents sujets, du soutien aussi à l'auto-représentation, puisque plus de 55% des gens maintenant font le choix, pas de choix, de se représenter seuls lorsqu'ils ont un problème juridique, faute de moyens. Je ne vous ferai pas un long discours sur les tarifs et les honoraires des avocats et de la possibilité pour les gens de classe moyenne et moindre, sur la possibilité qu'ils ont de pouvoir avoir accès à un juriste disponible à ces tarifs. Alors, plus récemment, nous avons aussi développé l'accompagnement socio-juridique et l'implantation de cet accompagnement socio-juridique est venue à la suite d'une réflexion sur la nécessité de créer un pont entre les citoyens, les personnes auxquelles le système judiciaire s'adresse, et le système judiciaire. Comment répondre aux besoins des justiciables qui sont confrontés à un système de justice qui leur apparaît complexe, opaque, et comment faire lorsqu'ils sont appelés à défendre leurs droits pour les soutenir? À le collectif juridique, nous avons recueilli de nombreuses demandes des justiciables pour de l'accompagnement de la part des personnes justement qui se représentent seules devant les tribunaux. Je n'ai pas besoin de vous mentionner à quel point un processus judiciaire peut être stressant pour des personnes qui n'ont aucune connaissance ou très peu du système judiciaire dans lequel ils doivent naviguer. Nos étudiants stagiaires, cet automne nous en aurons 14, se portaient volontaires afin de répondre à ce besoin, mais ne savaient pas vraiment quel rôle ils pouvaient jouer ou quel rôle ils devaient jouer dans ce contexte. Plusieurs questions se sont posées. Comment être créateur de solidarité? Comment permettre aux citoyens la réappropriation de leurs droits tout en encadrant et protégeant nos accompagnateurs? Comment éviter les pièges du conseil à nos étudiants stagiaires? Et au cœur de notre questionnement, la préoccupation centrale demeurait celle de donner aux citoyens la prise de pouvoir de ses droits. Alors, c'est beau avoir des droits, mais pouvoir les exercer, c'est encore plus important. Alors, quelles sont les barrières qu'on devait abattre pour rendre accessibles les droits aux citoyens qui s'en sentaient dépouillés? Ceci nous a conduit dans une première étape à réfléchir sur comment outiller nos accompagnateurs. Quels étaient les défis rencontrés par eux? Comment mieux soutenir les citoyens dans leur parcours judiciaire? Et finalement, comment faire le pont entre nos accompagnateurs, la personne auto-représentée et le tribunal qu'elle doit affronter? De cette réflexion qui nous a amené à consulter d'autres organismes communautaires juridiques qui offraient de l'accompagnement, la conclusion était claire sur la nécessité d'instaurer un cadre plus formel. La seconde étape a constitué à bâtir une formation sur le rôle de l'accompagnateur socio-judiciaire afin de les outiller, de préciser le cadre d'intervention et de valoriser leur rôle
par le développement d'une expertise. Nous avons eu la chance de bénéficier du financement du Fonds d'études notariales pour mettre sur pied ce projet novateur. Le collectif juridique a donc élaboré une formation pour les accompagnateurs socio-judiciaires. Cette formation donne un cadre d'intervention, lequel permet de clarifier autant pour les accompagnateurs que pour les citoyens qui en bénéficient, à quel service s'attendre. Il s'agit de poser les limites d'une intervention auprès d'un citoyen auto-représenté, de ne surtout pas franchir la ligne des actes réservés aux juristes, ce qui était vraiment une problématique au niveau de nos stagiaires en droit qui se sentaient investis d'une mission d'information, mais qui naviguaient vraiment sur les vagues du conseil. Alors, nous les avons vraiment informés sur les aspects déontologiques et ce que c'est un acte réservé. Et nous avons facilité le rôle de soutien de l'accompagnateur tout en rendant l'expérience des tribunaux plus humaine pour le citoyen. Alors, quels sont les 4 axes d'intervention d'un accompagnateur chez nous? Une écoute passive, afin de favoriser le calme et éviter une escalade des émotions justes avant une audience. Et ici, je fais on parle souvent d'écoute active, mais ici, on parle vraiment d'écoute passive parce qu'on ne veut pas renchérir sur l'état émotif de la personne. Alors, c'est une nuance que nous avons fait ici. Sur, évidemment, l'ouverture à la différence. Chaque justiciable est différent. Prendre en compte l'unicité de l'individu accompagné. C'est du cas par cas. La sensibilité à la vulnérabilité de l'individu qui est accompagné. Donc, saisir l'ampleur de la situation de la personne auto-représentée face au système de justice. Et c'est là où notre service d'intervention psychosociale entre en ligne de compte. Nous travaillons en équipe multidisciplinaire et nous travaillons à faire un plan de match pour comment le jumelage, comment mieux préparer autant l'accompagnateur que l'accompagné au niveau du système judiciaire. Et en tout temps, démontrer finalement une neutralité, un non-jugement par rapport aux citoyens, à la personne que nous avons avec nous. Quels sont les outils que nous avons développés pour soutenir nos accompagnateurs? Alors d'abord, le premier outil, c'est la vulgarisation des termes juridiques avec un lexique que nos accompagnateurs peuvent amener. Et si l'accompagné a des questions sur, par exemple, qu'est-ce que c'est un huis clos? C'est quoi l'appel du rôle? Alors, l'accompagnateur peut expliquer en termes simples à la personne, durant l'attente, par exemple, durant l'attente de son procès, de l'audience, à quoi on réfère. C'est aussi expliquer le déroulement d'une audience, le décorum, la prise de parole. Alors, nous avons fait ce qu'on appelle une trousse de l'accompagnateur avec des vidéos, des photos, avec des flèches, où s'asseoir, qui est assis à quelle place. On a aussi un point de rencontre qui est déterminé d'avance pour que les gens ne se posent pas la question à savoir où je rencontre la personne avec qui je suis jumelée. Alors, ils ont une image pour pouvoir savoir où ils se rencontrent, à quelle heure. C'est cadrer aussi la prise de rendez-vous. Alors, tout est géré au niveau des communications. C'est aussi signer une entente de confidentialité. Ce qui se dit dans le cadre du jumelage de l'accompagnateur ne sort pas du jumelage entre l'accompagnateur et l'accompagné. C'est assurer que le service soit gratuit et qu'il y ait un refus de compensation afin de créer une distorsion au niveau du lien entre l'accompagnateur et l'accompagné. Alors, nous faisons également un suivi par courriel pendant le jumelage
et après le jumelage pour savoir comment a été le service? Est-ce qu'il y a eu un bénéfice? Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses? Comment est-ce que ça a facilité le passage au niveau du système judiciaire? Et c'est aussi, maintenant, nous avons, parce que souvent nos accompagnateurs se faisaient poser la question, mais vous êtes qui? Vous êtes-vous un avocat, un stagiaire? Et là, quand nos accompagnateurs disaient, oui, mais nous, on est des accompagnateurs. Oui, mais vous n'avez rien pour vous identifier. Alors, on a fait des... là, je ne suis pas très grande, vous m'excuserez, mais un petit macaron pour identifier nos accompagnateurs socio-judiciaires. Et nous sommes aussi à la promotion et à la divulgation de ce service-là auprès des autorités judiciaires. Alors, tout ce territoire d'intervention mis en place contribue à valoriser le rôle de l'accompagnateur parce que lui procurer une formation, c'est reconnaître l'importance qu'il apporte aux citoyens dans son parcours. La formation pour l'accompagnateur permet d'accorder le judiciaire avec l'humain. C'est un filet juridique qui permet à la personne auto-représentée de reprendre du pouvoir dans l'exercice de ses droits, en bénéficiant d'une présence, d'un soutien et d'une meilleure compréhension de ses droits. C'est un pas de plus vers l'accessibilité à la justice et un élan de solidarité entre un bénévole et un justiciable. En terminant, le collectif juridique souhaite maintenant offrir cette formation qu'il a élaborée à d'autres organismes communautaires œuvrant dans le milieu juridique. Nous rêvons d'une grande banque d'accompagnateurs formés, motivés, soutenus et valorisés pour que les citoyens se sentent moins dépourvus devant les tribunaux. Nous espérons aussi contribuer à rétablir la confiance des citoyens envers le système de justice, lequel parfois peut sembler rébarbatif et complexe. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire que ça ne donne rien de faire valoir leurs droits, car les dés sont pipés d'avance, que de toute façon, ils n'ont pas les moyens et qu'ils sont pris dans des problématiques beaucoup plus urgentes, comme de payer leurs comptes, avoir un toit, se nourrir, s'occuper de leurs enfants. Alors nous croyons que, bien humblement, la formation des accompagnateurs, l'accompagnement qui en découle, peut servir de tremplin au justiciable dans sa réappropriation de ses droits. Nous offrons présentement, en moyenne, durant la dernière année, il s'agit de 55 accompagnements socio-judiciaires, dont leur nombre d'heures varie. En moyenne, c'est 1h30. Mais dans des cas particuliers, je vous dirais, de grande vulnérabilité, nous avons vu des accompagnements s'étirer jusqu'à 8 heures, et parfois même sur 2 jours. Alors, je vous dirais que c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'ai participé à cette conférence, ce colloque, cette rencontre d'innovation, et je vous dirais que seuls, nous pouvons faire bien peu de choses, mais ensemble, nous avons une force que nous devrions ne pas sous-estimer. Merci. Maître Raymond, merci beaucoup pour ce témoignage d'engagement social. C'est toujours musique à nos oreilles quand on voit des juristes s'impliquer auprès de la société, auprès des gens les plus démunis, qui ont besoin d'informations juridiques. Quand je parle d'accompagnateurs, c'est extraordinaire. Je me souviens pour avoir des travaux dans le cadre d'ADAGE, on parlait de l'autoreprésentation. Une des faiblesses du système, qu'il n'y avait personne qui accompagnait les personnes du système judiciaire. Et des témoignages ce matin, et le vôtre, nous témoignent finalement que c'est possible, donc, et ça rend grandement service. Un immense merci. Alors, comme prochain sujet, nous allons nous transporter en France sans frais et sans décalage. Alors, donc, nous allons nous rencontrer. J'espère que la magie de l'électronique va opérer. Alors, donc,
Je vous présente le sujet, excusez-moi. Alors, les bienfaits du chien d'assistance judiciaire. Madame Marie-Paul Logbull, qui est présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo, France. Caractéristique particulière, elle a fait une riche expérience en carrière dans la justice française. Elle a d'abord été avocate. Avocate au barreau de Paris et avocate au barreau d'Aix-en-Provence. Elle est magistrate maintenant et elle est présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo de 2019 à 2024, présidente du tribunal de grande instance d'Argentan et de 2012 à 2019, également vice-présidente du TG, tribunal de grande instance de Coutances et juge dans plusieurs tribunaux, dont ceux de Caen et Clermont-Ferrand. Alors, particularité également, Madame la magistrate est une formatrice et un coach certifié. Elle est membre du célèbre groupe en France des Groupement européen des magistrats pour la médiation, GEM. Alors, si on peut se transporter en France, Madame Logbull. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est toujours le suspense Voilà. de l'électronique. Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Vous êtes là, au moins on vous entend. Oui. On ne vous voit Est-ce pas que encore, vous... ça s'en vient. Ah mince alors, ok. Êtes-vous Alors, accompagné de vos chiens? non, pas non, 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 il se repose actuellement, il a besoin de repos. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut la voir un peu mieux ou... Voilà, ou sinon on peut se passer du diaporama, hein, si vous voulez. Je vous laisse aller. Ok, je démarre? Parfait. Okay. Très bien. Okay. Parfait. Alors, oui, donc nous avons une expérience intéressante, originale et innovante à Saint-Malo, puisque depuis janvier dernier, nous avons dans nos murs un chien d'assistance judiciaire. Donc, c'est un nouveau partenaire qui fait maintenant partie de notre juridiction. Alors, ce chien est très innovant dans la mesure où il va en effet bénéficier aux victimes d'infractions pénales, mais également aux enfants qui sont suivis dans le cadre d'une assistance éducative. Donc en fait, c'est le ministre qui a souhaité développer cette forme d'assistance pour les justiciables, pour développer aussi l'empathie et la considération des justiciables dans les juridictions. Le ministre a signé une convention nationale en 2023 avec l'association Handi-Chiens, qui est une association qui forme des chiens pour les handicapés, mais également des chiens maintenant d'assistance judiciaire, dont il s'agit de développer la présence, l'écoute, l'empathie. Donc vous le voyez ici sur le diaporama, c'est un Golden Retriever et Labrador qui est d'une empathie tout à fait particulière. Donc le ministre a souhaité développer cette pratique en mesurant bien les bienfaits que cela peut apporter, en prévoyant donc une convention avec Handi-Chiens, mais également avec l'association France Victimes. De notre côté, nous avons travaillé le sujet avec les avocats, les services d'enquête, la police, la gendarmerie, l'association d'aide aux victimes et nous avons signé en grande pompe une convention en janvier dernier pour impliquer en fait toutes les parties prenantes dans le cadre d'une procédure pénale, mais également dans le cadre de l'assistance éducative. Alors, en deux mots, pourquoi un chien? Évidemment, j'imagine qu'il y a quelques années, on aurait été extrêmement surpris d'une telle pratique. Eh bien, tout simplement parce que en neurosciences, voilà le ministre qui signe donc la convention avec ce Labrador, tout simplement parce qu'en neurosciences, on s'est aperçu, donc sur la base de 250 chiens d'assistance judiciaire, que la présence d'un chien peut faire diminuer la pression artérielle, peut faire diminuer le rythme cardiaque et le taux d'adrénaline, qui sont des facteurs d'excitation, et en contrepartie, augmenter le taux d'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur et l'hormone du bien-être. C'est pourquoi la présence du chien va grandement favoriser l'expression de la victime ou de l'enfant dans une situation dont on sait qu'elle est particulièrement stressante. Donc, l'association Handi-Chiens forme ces chiens, c'est un travail très très important, qui sont principalement donc des Golden Retriever ou des Labrador. Ces deux chiens sont vraiment les chiens les plus empathiques que l'on puisse connaître. Ils sont très proches des humains, ils sont très stables sur le plan émotionnel, rarement en colère en tout cas, mais des chiens extrêmement attachants.
Voilà, donc connus pour leur stabilité émotionnelle. Ces chiens sont d'abord très, enfin, socialisés, hein, puisqu'ils passent un temps important dans une famille d'accueil, plusieurs mois. Et ensuite, ils vont être formés au sein de l'association Handi Chien avec des éducateurs canins très spécialisés. Ensuite, le chien est pris en charge par un référent qui est au sein de l'association d'aide aux victimes. Et c'est ce référent qui va prendre soin de ce chien, qui va l'accompagner dans toutes les audiences, les auditions, et qui va assurer, voilà, donc vous voyez sur la photo, hein, le jour de la signature avec toutes les parties prenantes. Et le référent, donc c'est cette dame blonde que vous voyez, eh bien, va assurer à la fois ses bons soins, donc sa nourriture bien sûr, mais son temps de repos, puisque ce chien se fatigue énormément tant il est empathique et il a besoin donc de temps de repos et de soins bien sûr, de santé, etc. Il a besoin de faire du sport, de l'exercice. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que ça représente un coût évidemment, hein. Le coût d'un chien comme celui-là est de l'ordre de 17 000 € lorsqu'on compte toute l'éducation et les frais donc de formation du chien et du référent. Et ensuite, c'est un coût d'environ 150 € par mois pour la nourriture et les soins vétérinaires. Et le ministre de la Justice est tout à fait partie prenante en ayant proposé un chien par département. Voilà, donc ce qui est clair, c'est que de manière très concrète, le chien va donc apaiser les victimes et les enfants, et donc ainsi surtout faciliter leur expression. C'est ça qui est important, hein, puisque le stress subi par les victimes peut conduire à une forme de blocage. Hein, la prise de parole n'est pas facile lorsqu'on est dans un lieu dans lequel on n'est pas habitué, avec un fort enjeu. Donc ce chien va vraiment véritablement apaiser l'ensemble des parties. Et donc le chien peut intervenir à tout moment de la procédure, au stade de l'enquête, au moment de l'audience correctionnelle, ou bien devant le juge des enfants. Et généralement, en tout cas les enfants, hein, notre expérience porte actuellement surtout sur les enfants. Ils sont toujours, enfin le chien est toujours accueilli avec un large sourire. Et puis finalement, les enfants se sentent vraiment responsabilisés. L'enfant n'est plus en position basse, mais je ne vais pas dire en position haute, mais il arrive dans le bureau du juge des enfants en tenant la laisse du chien. Et ça lui donne une forme de responsabilité et les rôles changent un peu. Et alors, ce qui nous a beaucoup touché, hein, c'est le témoignage relatif à un enfant de 5 ans, bon, qui avait quelques troubles, un trouble du comportement, et qui avait été atteint de violence. Il était mutique devant les services sociaux, mais devant les juges des enfants, après avoir pu caresser le chien dans la salle d'attente, entrer dans la salle d'attente avec cette laisse en main, eh bien, il a pu exprimer les violences qu'il avait subies. Donc voilà en gros les idées générales, hein. Alors rien ne vaut mieux qu'un témoignage. Donc témoignage du pédopsychiatre, donc puisque les auditions de mineurs ont lieu à l'UAPED. L'UAPED, c'est l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Les enquêteurs, hein, se rendent à l'hôpital dans ce centre-là avec un psychologue pour procéder aux auditions. Et le pédopsychiatre est tout à fait enthousiaste sur cette pratique, hein, en disant d'abord que le chien est toujours accepté par les familles, on n'a jamais eu de refus. Donc dans la pratique, hein, le chien va donc être présenté à l'enfant avec le référent pour qu'il fasse connaissance. Ensuite, l'enfant avec le chien va faire connaissance des professionnels de justice et enfin, donc il va visiter le lieu d'audition. En tout cas, tous les professionnels estiment que cette présence du chien est soutenante pour l'enfant. Elle est vraiment porteur de réconfort à un moment où il se trouve aussi fragilisé parce qu'il sait pourquoi il vient dans cet endroit, il ne sait pas comment les choses vont se passer et c'est une épreuve aussi pour lui que de révéler ou répéter et revivre peut-être d'une certaine manière le traumatisme qu'il a vécu. Tous les professionnels ont un avis positif, alors tant pour les mineurs que pour les familles, puisque les parents sont aussi également éprouvés par ce moment important, et c'est parfois les parents que le chien va donc rassurer.
C'est également un fort soutien émotionnel, bien sûr, hein, et d'ailleurs, il m'était relaté que parfois le chien va même, enfin l'enfant, pardon, va même s'allonger auprès du chien, faire corps avec le chien, ce qui va évidemment le calmer et ça réduit en général même son rythme cardiaque. Donc gros soutien pour les professionnels, pour la famille. Globalement, enfin, et assurément, bien sûr, l'ambiance est moins anxieuse, hein. Et puis en plus, donc c'est vrai qu'il m'était relaté que c'est parfois, voire souvent, un support émotionnel dans le sens où l'enfant va parler de lui en parlant du chien, en disant: «Oh mais tu es malade aujourd'hui, hein, tu es triste aujourd'hui». En fait, c'est de lui-même que l'enfant parle à ce stade. Ou bien l'enfant peut prendre comme jouet une trousse médicale et puis il va prendre le pouls du chien, mettre un, un pansement sur le chien. En réalité, c'est lui-même qui le soigne à travers cette expérience et ce lien qui est extrêmement chaleureux. Et d'ailleurs, la pédopsychiatre me disait que finalement, souvent, l'enfant préfère s'asseoir près du chien, c'est plus chaud et c'est plus confortable. Et c'est plus doux qu'une chaise un peu froide. Donc voilà pour ce qui concerne le témoignage du pédopsychiatre. Pour ce qui concerne le juge des enfants, que j'ai revu tout à l'heure, hein, elle me dit que vraiment elle a constaté une plus grande mise en confiance de l'enfant. Donc l'enfant n'est plus terrorisé, apeuré, mais il reprend confiance en lui, il se redresse d'ailleurs, hein, grâce à la présence du chien. Il se trouve ainsi donc réassuré et surtout, ça, cette présence libère la parole, facilite la prise de parole de l'enfant. Elle me dit bien que bien souvent, les enfants parlent plus que ce qu'ils n'auraient fait en l'absence du chien. Voilà. Elle m'explique également que, étonnamment, mais bon, moi ça je sais et je l'ai vu, le chien ressent vraiment l'appréhension de l'enfant. Et elle m'expliquait d'ailleurs que dans une situation, au moment de l'annonce de sa décision, donc au moment où le juge allait annoncer la mesure qu'il prenait, l'enfant s'est levé et a posé spontanément sa truffe sur le genou de l'enfant. Voilà, c'est évidemment un moment émouvant, hein, tant la situation est forte. Voilà, en tout cas, de manière plus générale, le chien va distraire l'enfant, va lui donner un environnement plus bienveillant, plus doux, plus compréhensif peut-être, puisque l'enfant va trouver un être vivant à sa hauteur auquel il pourra en effet parler. C'est un vrai bénéfice, me dit-elle, avant, pendant et après l'audition. Sachant que c'est plus efficace, c'est plus pertinent pour les jeunes enfants jusqu'à 10-12 ans. Au-delà, bon, les ados, ils sont un peu plus indifférents. Voilà, c'est toujours bénéfique, mais c'est un peu moins pertinent, un peu moins efficace que pour les jeunes enfants qui s'emparent très vite et très bien de ce processus. Donc, les débuts sont vraiment encourageants. Et puis, je vous assure d'une chose, c'est que le chien gardera le secret du délibéré et des débats devant le juge des enfants. Voilà. Ah, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Lockwood, pour ce beau témoignage. Après avoir entendu tout à l'heure les accompagnements par des personnes auprès des personnes qui se présentent à la cour, maintenant que l'animal verra un grand service pour cet accompagnement judiciaire, sans vouloir faire de l'ombre à votre prestation et à votre témoignage, permettez-moi de vous présenter une expérience québécoise très rapidement. Alors, au Québec, les chiens policiers aussi sont présents devant les tribunaux. Si je peux présenter l'image en question. Alors, un article paru dans Radio-Canada le 7 mars 2023 par Christiane Latortue nous présente une expérience québécoise. Alors, je vais vous présenter Manick, s'il peut arriver. Alors, l'expérience québécoise est similaire avec celle que vous avez en France. Il y a une escouade canine qui intervient auprès des victimes d'actes criminels traumatisants, agressions sexuelles, violences, voies de fait. Voilà, c'est Manick, qui pour violence conjugale, menaces, toutes pour des personnes appelées à témoigner devant un juge ou dans le cadre d'un poste de police. Alors, sur l'appellation chien policier à l'écoute, il y a une petite phrase qui dit « Je n'aurais jamais pu faire cela sans toi ».
ne parlait pas de l'avocat, il parlait du chien ici. Alors donc, excusez-moi, il est membre du barreau, mais voilà donc une expérience québécoise, puisqu'on est ici pour échanger sur les expériences France-Québec. Alors donc, je vais vous faire un clin d'œil à votre propre expérience. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors maintenant, on revient en salle. On revient ici. Donc, le prochain sujet, 2 conférenciers présents. Le parrainage de désistance, justice pénale et société, main dans la main pour la prévention de la récidive, que c'est joliment dit. Alors, 2 personnes, Isabelle Ferrier, directrice au service adjoint service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde, ministère de la Justice, et M. Laurent Merchant, directeur adjoint service pénitentiaire, le mot je veux le dire, d'insertion et probation d'Isère. Alors, je vais me permettre de vous lire exactement le petit résumé qu'on m'a fourni. Madame Ferrier a exercé 14 ans en tant que directrice des services pénitentiaires en direction d'établissement, pendant 9 ans comme directrice d'insertion et de probation. Actuellement, elle est directrice adjointe du CIP de la Gironde. C'est à ce titre qu'elle découvre la justice restaurative et qu'elle coordonne depuis 2016 l'équipe justice restaurative. Outre la structuration interne du groupe de professionnels et le déploiement de différentes mesures sur le territoire, Mme Ferrier et son équipe ont contribué au développement d'un partenariat solide, à une meilleure connaissance de la justice restaurative et à la mise en place de dispositifs innovants, puisqu'on parle d'innovation, comme la médiation indirecte ou le programme de parrainage de désistance. Il faudra nous expliquer qu'est-ce que c'est, répondant ainsi aux besoins de restauratifs repérés. M. Merchant est directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, occupe le poste de directeur adjoint d'adjoint au directeur du CIP de l'Isère. Il est entré au ministère de la Justice comme éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Après 14 ans à œuvrer auprès d'un public mineur, il s'investit depuis 18 ans au sein de l'administration pénitentiaire, la prise en charge de personnes majeures placées sous main de justice. Initialement conseiller d'insertion et de probation, formé dès les premières heures à la justice restaurative, il construit en 2016 le programme de parrainage de désistance sur le département de la Drôme. Après l'avoir animé et avoir participé à son évaluation interne et externe, il continue depuis 6 ans en tant que directeur à s'engager pour le développement de la justice restaurative sur son territoire et au-delà. Messieurs, Madame, à vous la parole. Eh bien, bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici présents en tant que professionnels, de pouvoir faire un pas de côté dans notre activité extrêmement chargée et pouvoir vous présenter un dispositif que nous avons créé et développé, un dispositif innovant de justice, le parrainage de désistance. On pourrait dire que c'est finalement une modalité de justice restaurative à la française. En préambule, je voulais également, je suis désolée, remercier spécifiquement l'IERDJ et M. Nafir-Gouillon pour cette invitation. Et puis un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous écoute mais qui n'est pas présente, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation dans mon service, Adélaïde Moncomble, et qui m'a susurré l'idée de présenter ce projet innovant et qui a retenu l'intérêt à la fois de la France et du Québec, et donc je vous en remercie. Alors, pour commencer, la justice restaurative est implantée en France par opportunité en 2014. Elle entre par la petite porte de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. C'est alors un droit qui est inscrit dans le Code aux articles 10-1 et suivants du Code de procédure pénale. À l'époque, le contexte est favorable en France à plusieurs titres, sous l'impulsion de la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, qui engage des réflexions pour répondre à la crise judiciaire et qui met en place une conférence de consensus sur la prévention de la récidive afin de réunir les professionnels de justice, les scientifiques, les universitaires français et étrangers pour réfléchir sur des mesures nouvelles en matière de prévention de la récidive.
Il y a également un engouement pour le développement de pratiques de justice en marge du système judiciaire. Je pense notamment à la Civise, qui est une commission indépendante qui verra le jour en 2020 sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Pour autant, la JR, la justice restaurative, n'est pas inconnue en France. Elle a été développée en droit européen avec la justice réparatrice. Et dans les années 80, elle a été inscrite en droit positif envers les mineurs, avec la médiation pénale comme alternative aux poursuites et les mesures de réparation pénale pour les mineurs avec une forte connotation éducative. Donc la circulaire de 2017 décline les principes de justice restaurative en France qui seront reprises dans le guide méthodologique du ministère de la Justice. Le socle, c'est l'autonomie de la mesure et la confidentialité. Les conditions de mise en œuvre de mesures de justice restaurative, c'est la reconnaissance des faits par l'auteur, l'information complète de l'auteur et de la victime, l'accord express de l'auteur et de la victime, l'animation et l'intervention d'un tiers indépendant formé. C'est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire et ça peut intervenir à tous les stades de la procédure. Les 3 dispositifs qui sont principalement déclinés en France, ce sont les rencontres condamnées-victimes ou détenues pour ceux qui sont incarcérés, les cercles de soutien et de responsabilité et la médiation restaurative. L'implantation de la justice restaurative en France est une révolution à plusieurs titres. J'en citerai 2. Elle introduit la notion de tiers indépendant formé comme animateur de justice restaurative et dans les SPIP, dans les services pénitentiaires, le CPIP le conseiller, agit sous mandat judiciaire et il doit, en tant qu'animateur de justice restaurative, se départir de sa casquette de professionnel pour se centrer sur les besoins de la personne et non sur ceux du professionnel. Il doit accepter de ne pas tout maîtriser et de sortir de son quotidien. La deuxième révolution, c'est que ça introduit la notion de communauté. La communauté, ça oblige les professionnels des services à travailler avec la société civile, le bénévole. C'est pourquoi la déclinaison interne dans les services, et notamment les services de probation, s'inscrit dans un contexte français très spécifique. Alors le contexte, eh bien, c'est celui... alors, je vais parler des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Les SPIP, services pénitentiaires d'insertion et de probation, a été créé en 1999, avec pour mission la garde et la réinsertion. La mission principale de prévention de la récidive n'est inscrite dans les textes qu'en 2008. C'est à compter de cette date que se construit la probation à la française. La criminologie entre dans les services. Nous sommes dotés d'un référentiel de pratiques opérationnelles depuis 2018 qui permettent d'harmoniser des méthodes d'intervention, de structurer les services. Ça permet aux services de s'étoffer, de se pluridisciplinariser, on en a beaucoup parlé hier, et il déploie des actions innovantes pour prévenir la récidive. Alors que la société se replie sur elle-même, les SPIP, eux, font le chemin inverse en allant vers. C'est la partie émergée de l'administration pénitentiaire, avec une forte implantation territoriale, partenariale, institutionnelle. Du coup, l'ensemble des lois successives qui vont suivre vont développer les alternatives à l'incarcération, les aménagements de peine, pour permettre en fait de favoriser une prise en charge en dehors de la prison, même si dans le système français, la prison reste la peine de référence. Les prises en charge de milieu ouvert vont se développer et la confiance institutionnelle dans la peine de probation va augmenter, fort des évolutions méthodologiques et de leur impact sur la prévention de la récidive. Cependant, le déploiement de la justice restaurative est extrêmement disparate dans les services en France. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la capacité à faire des services, des contraintes RH, des contraintes matérielles. Ça va dépendre également des volontés locales des directions. La justice restaurative prend le temps que les services n'ont pas. Et de la capacité à déployer et à former des professionnels des services pour devenir ces tiers indépendants formés et sécuriser les dispositifs déployés. Et puis il y a également des résistances locales au sein même de l'institution judiciaire qui peinent parfois à trouver la bonne place dans le déploiement de mesures proposées aux condamnés.
C'est dans une logique de déploiement du dispositif par les services que les professionnels de terrain décident donc de concilier les concepts de justice restaurative à la culture professionnelle française et construisent le parrainage de désistance. Je donne donc la parole à Laurent Merchat, qui est initiateur du dispositif lorsqu'il était agent de probation à Valence. Bonjour à toutes et à tous. Les grandes histoires s'écrivent toujours par les petites histoires et en 2016, je fais partie des premières promotions de professionnels de l'administration pénitentiaire formés à l'École nationale de l'administration pénitentiaire sur les différents protocoles et notamment le protocole de cercle de soutien et de responsabilité. L'histoire fait que ma direction locale à l'époque partage cette formation. Et 15 jours après la formation, elle vient me voir et elle me dit « Laurent, le modèle des cercles de soutien et de responsabilité, il est extraordinaire. Il nous parle parce que ce qui nous est enseigné, c'est que c'est le seul dispositif qui a un impact direct sur la diminution de la réalité de la récidive. Et on parle de 83% de diminution de la réalité de la récidive. Là où les autres protocoles, la médiation restaurative ou les rencontres condamnées-victimes vont avoir un effet, mais un effet rebond, puisqu'ils vont permettre aux usagers, et en tout cas à nos usagers du service pénitentiaire, de réinvestir les programmes qui leur sont par ailleurs proposés, et c'est la qualité de ces programmes qui vont avoir un effet de diminution de la récidive. Alors les cercles de soutien et de responsabilité, moi je lui dis super, c'est super intéressant, mais sauf que c'est un gros protocole pour une seule personne. Et à l'époque, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Drôme, c'est 1700 personnes suivies. On a une charge de travail de au moins 110 personnes suivies par conseiller. J'ai déjà fait à ce moment-là et animé des groupes de parole pour des auteurs de violences conjugales. Et j'ai un peu mes collègues qui tirent un peu parce que comment ça, on est quelques-uns à donner dans l'animation de ces groupes beaucoup de temps professionnel juste pour quelques-uns. Et donc, je lui dis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on diffracte les principes des cercles de soutien et de responsabilité. Ces principes qui, au départ, sont un membre principal entouré de 4 bénévoles, membres de la communauté, et qui se réunissent une fois par semaine pendant 1 an. Un cercle qui est constitué et qui va être animé par un professionnel sorti de nos rangs. Et moi, je lui dis, je vous propose qu'au lieu de faire un cercle une fois par semaine, on fasse un cercle une fois par mois. On ne va pas réunir 4 bénévoles pour une personne condamnée, en tout cas suivie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais autant de bénévoles que de personnes placées sous main de justice, quelle que soit l'infraction qui a été commise. Et pour pouvoir justement répondre au modèle de départ, pourquoi pas leur proposer de se choisir dans ce cercle bénévoles et personnes placées sous main de justice dans une relation de parrainage dont ils vont déterminer la durée. Et à partir de là, des règles vont être posées sur où est-ce qu'ils vont pouvoir se rencontrer, comment ils vont communiquer. Et donc, du coup, l'idée commence à se construire jusqu'à la fin de l'année 2016, où nous allons initier le premier cercle du programme du parrainage de désistance, avec, dans l'idée de l'innovation, et voilà, parce qu'on est 4 ans après, c'est que ce dispositif, il est toujours en place, il est toujours vivant, qu'il a pu se répliquer à d'autres endroits, et donc va se poser la question de la suite. Mais revenons à l'origine. La question, c'était à quel besoin répondre par rapport à notre public. Et le premier besoin qu'on a pu identifier, c'est la question de l'isolement, puisque notre public peut avoir besoin de soutien à certains moments de leur parcours, un soutien qu'ils ne trouvent pas forcément autour d'eux. Et là, on va penser à des personnes qui ont peut-être une famille, un entourage familial, et qui pour autant, au moment où ils vont passer l'entretien d'embauche, même si tout le monde leur dit il faut aller à l'entretien d'embauche, il n'y a pas grand monde qui passe un coup de fil juste après l'entretien pour savoir comment l'entretien s'est justement passé. Et donc, moi, je dis, si le matin, quand je me lève, je sais que dans ma journée, je vais pouvoir compter sur personne et que personne ne va pouvoir compter sur moi, eh bien, le sens de la vie va se poser véritablement là et je pourrais peut-être bénéficier de plein de professionnels autour de moi, extrêmement compétents, mais si je me sens un peu seul dans la société, ça va être compliqué.
Donc du coup, on va créer ce dispositif en intégrant les différentes théories présentées par Isabelle tout à l'heure, et on va prendre comme point d'appui justement et comme point d'entrée non pas la seule évaluation du risque, mais le cycle du changement pour savoir où est-ce que la personne elle en est, avec un premier socle qui est la motivation, que la personne soit en capacité de dire je veux changer, même si je suis encore empêtré dans des comportements qui me freinent. Sous-entendu, j'ai encore les 2 pieds dans la délinquance, mais en tout cas, il y a un socle sur lequel on peut s'appuyer. Le SPIP de la Drôme a décliné les principes et valeurs d'un dispositif de justice restaurative que sont les cercles de soutien à la responsabilité. Le parrainage de désistance vise à ce qu'un condamné, une personne placée sous main de justice, puisse retrouver une place satisfaisante pour lui et pour les autres au sein de la société. La désistance est le processus par lequel une personne sort de la délinquance. C'est une théorie qui va mettre l'accent sur les facteurs positifs. Plus une personne a des liens positifs à l'intérieur de la société, et moins elle a de risque de commettre une infraction. Avec ce que j'ai vécu ces dernières années, mentalement je suis un peu en détresse. Donc j'ai besoin de renfort, j'ai besoin de me sentir au chaud. J'ai besoin de me sentir compressé, accompagné. Et ça me permettra de ne pas être tout seul parce que je suis déjà sorti, j'avais déjà remis les pieds dehors. Et je me suis senti très très seul et ça m'a beaucoup affecté. La proposition du SPIP de la Drôme est de s'appuyer sur des personnes membres de la communauté, des bénévoles formés et accompagnés, que nous appellerons les parrains, et des personnes placées sous main de justice, que nous appellerons les filleuls. Toutes ces personnes se réunissent une fois par mois et nous faisons cercle. Et j'ai été séduite par les explications et en me disant que le temps, finalement, quand on voulait rentrer dans quelque chose, le temps, on le prenait. Et que je le prendrais si ça me convenait. Et puis nous avons eu une journée de formation où le cadre a été donné, l'objectif a été donné, les choses ont vraiment été ciblées. Et là, pour moi, ça a été très important parce que c'était pas quelque chose qui se faisait comme ça. Et l'idée, l'explication était que je deviendrais une marraine, que je rencontrerais quelqu'un qui était sous main de justice et qui avait besoin d'un accompagnement dans sa vie, mais un accompagnement pas au niveau judiciaire, ni au niveau... un accompagnement peut-être pour lui donner l'occasion d'avoir une relation autre que ce qu'il avait eu jusqu'à présent. À l'occasion de ces réunions, possibilité est offerte à ce que parrain et filleul se choisissent dans une relation de parrainage. Tous deux vont signer dans le cercle un contrat de parrainage, ils vont choisir la durée, 4, 6 ou 8 mois. Le parrain va s'engager à téléphoner à son filleul une fois par semaine sur le modèle « Comment ça va depuis la semaine dernière ?» À partir de là, ils ont la possibilité de se rencontrer sur la place publique, pas chez l'un, pas chez l'autre, et pas d'échange d'argent. Tu sais, ça nous fait du bien aussi à nous, filleuls, qu'on a fait des petites erreurs de parcours. Ça nous, tu sais, après on a l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui on peut compter, malgré si on a même une petite famille, tout ça. Mais en fait, on sent comme si on a quelqu'un à qui, à qui on peut compter, quoi, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Et donc, à partir de là, on commence à... Tu sais, tes esprits, comme ils disent, tes nœuds à l'intérieur, ça part petit à petit. Donc, on s'appuie petit à petit libérer. Et là, je sens que je commence à devenir... je commence à me sentir libéré. Mais il y a encore légèrement un peu de travaux parce que ça va venir tout seul. Mais je le sens déjà arriver. Donc déjà, je suis assez grand pour comprendre pas mal de choses, mais cette structure m'apprend pas mal de choses. C'est pour ça que j'aime bien voir un peu ce qui se passe, pour comprendre. Où sont les limites, quelles sont les véritables conneries, qu'est-ce qui est grave ou pas grave, dans la tête des gens ou dans la société, voilà, tout ça. Donc, sous couvert de simplicité et de spontanéité, le dispositif est fortement structuré. D'abord, il y a une charte locale qui définit l'engagement du service et les contours du dispositif au niveau départemental. Il y a également une convention, si possible, avec les autorités judiciaires qui définit le dispositif, précise la place du juge. Le juge, il est chargé du contrôle de légalité. Il n'y a pas d'orientation pénale
a priori. C'est indépendant du suivi. Et puis, il est acteur dans la mise en place du comité de suivi et dans sa réalisation. Il participe également à l'information du justiciable. Il y a également une charte d'engagement du bénévole qui définit sa posture, une charte d'engagement de la personne qui s'engage dans le dispositif, la personne placée sous main de justice. Enfin, il y a un contrat entre le filleul et le parrain, le bénévole et la personne placée sous main de justice, 4, 6 ou 8 mois, il est renouvelable. Il est signé en présence du directeur, il a une valeur symbolique très forte et il rappelle les choses incontournables et les attentes réciproques dans l'engagement. Et puis, il y a une forte ritualisation, les cercles que vous avez vus, qui sont mensuels, avec des temps formels et des temps informels. Tout ce qui se passe en dehors du cercle est rapporté au cercle. Et puis, il y a des outils qui permettent de susciter les échanges et de guider un peu les échanges pendant le cercle. Alors, les expérimentations, on l'a dit, cela démarre en 2016 à Valence, sous l'impulsion de quelques professionnels de terrain. Cela s'étend dans plusieurs services, notamment en Gironde. À Bordeaux, fort de notre expérience donc en matière de déploiement de justice restaurative, nous décidons de déployer le parrainage de désistance. Depuis avril 2022, soit 29 mois d'existence en continu, les forces du système en Gironde, c'est le système d'entrée-sortie permanente qui permet de répondre aux besoins des publics en milieu ouvert. Le nombre de ces PIP importants impliqués dans le dispositif, que je souhaite ici quand même remercier, qui permet une rotation et une compatibilité avec mon organisation de service, et puis une visibilité qui est donnée au dispositif, qui permet en continu une orientation des publics et une bonne information des publics qui vont vers les animateurs de justice restaurative, qui peuvent repérer les besoins restauratifs et orienter, si besoin, sur le parrainage ou sur d'autres dispositifs. En 29 mois, c'est plus de 50 personnes placées sous main de justice qui ont été orientées, une douzaine en moyenne par séance mensuelle, 24 bénévoles, 2 CEPIP animateurs en continu et une quinzaine de contrats globalement qui ont été signés et pour beaucoup renouvelés. La question de l'évaluation. 2 ans à partir de la fin de la première année de l'expérimentation, on est allé chercher une évaluation extérieure pour avoir un regard universitaire et c'est l'association en recherche en criminologie appliquée, voilà, dirigée par monsieur Erwan Dieu qui a remonté les manches et qui est venu pour évaluer et qui a pu avoir une évaluation qualitative intéressante en lien avec une évaluation interne qui va démontrer que notre public est bien, la question de la récidive, elle est bien au centre, puisque plus de 50% de notre effectif de départ de 18 personnes placées sous main de justice, de 18 filleuls, a été condamné au moins 5 fois jusqu'à 29 condamnations. 70% avaient déjà été écroués et nous avons travaillé sur une évaluation autour des stades du changement, puisqu'on a dit stade 1, la motivation, stade 2, c'est le plan d'action, stade 3, c'est la consolidation. Quand on est au stade 1, on a encore les pieds dans la délinquance et comment ils avaient pu évoluer au niveau des stades. Et donc on est arrivé à une évaluation, voilà, selon qu'on était optimiste ou qu'on était pessimiste, mais en tout cas, on est en capacité de pouvoir affirmer qu'au nom de cette première expérimentation, entre 66 et 77% des personnes qui présentaient un risque de récidive étaient sorties de ce risque infractionnel à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez compris, le programme du parrainage de désistance est répliqué à plusieurs endroits. Le besoin s'est fait sentir de tous les professionnels de pouvoir se réunir, de pouvoir échanger, mais aussi de transférer la professionnalité qui est acquise. Et donc, avec l'appui du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, au printemps dernier, un séminaire s'est tenu regroupant les 18 professionnels aujourd'hui engagés en France sur un programme du parrainage de désistance
désistance pour formuler une proposition de référentiel qui est aujourd'hui remontée à la direction interrégionale, un référentiel qui pose aussi la question de la formation des animateurs et aussi des encadrants du programme du parrainage de désistance. Donc des propositions, elles sont là, et avec tout un tas de professionnels qui sont en train de se mettre en ordre de bataille pour devenir des formateurs internes occasionnels et pour pouvoir transférer leur professionnalité vis-à-vis de leurs collègues. Dernier point très rapide, dire que la prochaine innovation en justice est en marche, puisque si vous vous représentez aujourd'hui que des auteurs d'infractions puissent avoir besoin de soutien dans une posture de responsabilité pour s'éloigner de la délinquance, eh bien des victimes peuvent aussi avoir besoin de soutien dans une posture de responsabilité au sein de la société pour dépasser leur traumatisme. Et donc, dans un parallélisme des formes, il s'agit du programme du parrainage de résilience qui est aujourd'hui expérimenté par l'unité médico-judiciaire du centre hospitalier de Roanne depuis 1 an et demi, avec